Alain Charcosset, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'unité génétique quantitative et évolution installée sur le plateau de Saclay, près de Paris. Vous m'avez dit en préparation, quand je vous ai appelé, qu'une partie de votre travail aujourd'hui, c'est de réintroduire de la diversité dans les programmes de sélection en maïs, qui est votre thème. Alors, votre intervention s'intitule, et c'est très joli, laissez-moi le dire, « Ressources génétiques, témoins du passé, promesses d'avenir ». Voilà, donc merci pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes, je vais essayer de tenir le temps, mais merci de me faire signe au cas où je commencerai à me rapprocher dangereusement de la fin. Le titre, voilà qu'on m'a... Alors, je tiens par remercier tout d'abord celui ou celle qui a trouvé ce titre. Je regarde dans la salle, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je trouve que c'est un très beau titre et c'est un sujet qui me tient à cœur et donc je vais essayer de partager avec vous. Donc ça, c'est ma diapositive, voilà, maison. Voilà, donc en fait, des éléments de contexte. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Je tiens à dire pour les étudiants qui sont là que, de mon point de vue, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez la possibilité de vivre une époque qui va être au niveau professionnel, qui potentiellement va être extrêmement intéressante. Alors pourquoi on en a beaucoup parlé, le contexte du changement climatique, la transition agroécologique, des transitions agroalimentaires, des changements de mode de consommation. Il y a un intérêt pour des circuits plus courts, des productions locales, des nouveaux produits. Et en face de ça, on a des nouvelles technologies extrêmement efficaces de génotypage, de phénotypage, de gestion d'informations, l'intelligence artificielle, à voir comment elle va se positionner. J'allais dire, j'espère que le beau titre précédent n'a pas été pondu par l'intelligence artificielle, mais merci de venir me voir. Donc, en fait, ce que je vais essayer d'illustrer, c'est comment les ressources génétiques, dans ce contexte, peuvent donner des opportunités pour créer des variétés dont on a besoin avec des nouvelles caractéristiques, comment les utiliser, et donc un point qui a été bien illustré, je pense, par Jacques Véry, qui est revenu plusieurs fois, la nécessité de collaborer entre disciplines. Alors vous avez un petit visuel sur le côté, sur l'espèce dont il va beaucoup être question. Vous voyez que tout en haut, vous avez le maïs tel que vous pouvez le cueillir dans un champ tout venant en France. Et en bas, vous voyez des formes très différentes qui permettent des usages tout à fait intéressants. Alors je me propose de couvrir 4 points. Rapidement, donc une rapide histoire de la sélection des plantes après la domestication. Comment on en est arrivé à parler de ressources génétiques, parce qu'en fait, je pense que les deux sont intimement liés. Leur valeur sociétale aux ressources génétiques, l'utilisation des ressources génétiques dans les études scientifiques, et puis comment on peut aujourd'hui penser les réutiliser mieux en sélection. Donc je vais passer rapidement sur la domestication. Il y a un colloque en cours sur ce sujet à Paris. Pour les étudiants qui sont là, et même pour les autres, je recommande vivement la lecture de Gun, Steel and Germs, alors qui en français s'appelle « De l'inégalité parmi les peuples », de Jared Diamond, qui présente comment en fait la domestication a été à la base en grande partie de nos civilisations humaines, donc avec des synchronicités historiques tout à fait intéressantes qui ont eu lieu il y a 8 à 10 000 ans. Donc la domestication, c'est la première étape. Ensuite, après post-domestication, la sélection, j'aimerais dire que c'est ce qu'on ferait tous dans notre jardin, c'est la sélection massale. En tout cas pour les espèces annuelles, on prélève des graines sur les plantes qui ont été les plus adaptées à notre usage, à notre environnement, etc., pour ressemer la génération suivante. Et c'est comme ça que jusqu'au 19e, en fait, la sélection des plantes annuelles a été conduite avec des expansions géographiques, des diversifications d'usage, comme c'est illustré, des modifications d'adaptation environnementale, on va y revenir, tout à fait spectaculaires. Alors, la sélection moderne, c'est le 19e, un rôle important de la France. On a entendu le mot de Vilmorin. La famille de Vilmorin a été vraiment à l'origine de ces notions modernes de sélection, donc qui reposent en fait sur l'idée de ne pas sélectionner des plantes individuelles, mais de sélectionner au sein de familles de plantes, ce qui a permis de donner une précision d'évaluation très nettement supérieure.
Et puis, pour faire court, alors je recommande la lecture. Je ne peux pas aller en arrière. Alors ça, c'est une sécurité tout à fait bien. Je ne peux pas revenir en arrière pour les diapos. Non, mais je ne vais pas le faire du coup. J'ai qu'une touche. Donc, en fait, au bout d'un moment, fixer, auto-féconder, ce qu'on appelle la sélection généalogique, ça épuise la diversité. Il faut régénérer de la diversité. Donc en fait, un sélectionneur de blé, typiquement, va recroiser ses meilleures variétés pour régénérer de la variabilité, repartir pour un tour. Et en fait, ce que je voulais dire sur la diapositive précédente, vous aurez les diapositives. Je recommande vivement cette lecture de ce texte de Jean Gaillon, qui était un grand épistémologue qui s'est intéressé aux contributions de la famille de Vilmorin. Donc ça, c'est un programme de blé. Alors, chez les allogames, les choses sont un petit peu plus compliquées. Pourquoi ? Alors là, il faut revenir à Schul 1908, l'article de référence, avec son camarade Hist aussi 1908, enfin en tout cas 1909. Il y avait une grande compétition entre ces deux hommes. Je vais éviter de faire trop de digressions. Enfin, toujours est-il que chez les allogames, comme le maïs, bien sûr, les sélectionneurs ont essayé les méthodes de Vilmorin. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye telles quelles les méthodes de Vilmorin ? On progresse de façon extrêmement efficace pour la teneur en protéines, la teneur en huile. Il y a des expériences qui le démontrent très bien. Mais on se prend de plein fouet la dépression de consanguinité, c'est-à-dire qu'avec les autofécondations successives, on crée de la consanguinité qui peut réduire d'un facteur 3 la productivité des plantes. Donc on progresse pour certains caractères, on dégrade pour le rendement, ce qui est bien sûr pas ce qu'on cherche. Et l'idée géniale de Schul, c'est celle en fait d'un clonage par voie génétique. On crée des lignées homozygotes pour les croiser ensuite, reproduire à l'identique une structure hétérozygote. Et c'est comme ça qu'a été démarrée la sélection hybride. Donc en fait, ça n'a pas été. Je peux faire un exposé d'1h30 entre ces deux diapositives. Je serais ravi de le faire dans d'autres contextes, mais ça n'a pas été si facile que ça. Pourquoi ? Toujours la dépression de consanguinité. Vous voyez à quoi pouvaient ressembler des lignées de maïs obtenues au tout début du processus de sélection. Et donc là, il a fallu, c'est un de mes héros, Jones, 1917, pour ses contributions majeures, qui a eu cette idée géniale de faire des hybrides d'hybrides, quelque part, pour arriver à produire de façon économiquement viable des hybrides à partir de lignées d'une très faible performance. Et c'est ça qui a permis de créer. Alors, une idée ici tout à fait intéressante, c'est de recréer des hybrides représentatifs d'une variété traditionnelle. Donc, il y avait cette variété Red Yellow Dan qui était populaire. Et là, vous avez un sac de semences, si vous arrivez à lire, dans sa forme hybride. C'est-à-dire que c'est l'idée de Schul, recréer à partir d'une variété traditionnelle une forme hybride plus performante. Et là, vous avez une courbe d'adoption dans l'Iowa. L'Iowa a été le premier État. Donc, vous avez une courbe d'adoption typique des innovations qui ont vraiment un gros impact économique. C'est-à-dire, en 10 ans, on passe de 0 à 100% d'hybrides dans l'Iowa. Donc, il y avait, on pourra y revenir, un avantage vraiment net. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? L'adoption avait commencé un tout petit peu, en tout cas il y avait des programmes avant-guerre qui ont été essentiellement perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, donc il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant dans le nord de l'Europe, donc avec des collègues de l'INRA de l'époque, comme André Caudron. Ils ont eu l'idée finalement de créer des lignées. Alors ça, je pense que c'est majeur dans un contexte de changement climatique, de créer des lignées à partir de variétés traditionnelles du sud-ouest de la France, adaptées aux conditions climatiques océaniques, là pour le coup, automne pluvieux, printemps froid, etc. Ils ont créé des lignées qui étaient relativement misérables, c'est ces lignées qui s'appellent F2, F7, comme France numéro 2, France numéro 7, mais qui avaient l'énorme mérite, quand on les croisait à des lignées du Wisconsin, de produire des hybrides qui combinaient les gains de productivité qui avaient été faits par la sélection américaine avec de l'adaptation au climat européen. Et donc ça a été une source de variétés tout à fait intéressante qui était nettement supérieure aux variétés américaines directement importées. Donc pour anticiper un peu la discussion, on pourrait envisager aujourd'hui la même chose. Changement climatique, vous croisez les monstres de productivité d'aujourd'hui avec des lignées issues d'oasis,
avec peu d'eau, enfin de régions du monde où il se passerait des événements climatiques extrêmes. Donc on connaît ces courbes de progrès. Alors derrière les progrès au niveau national, c'est ce que vous avez ici, se cachent environ 60 à 70% de progrès d'origine génétique. Et là, vous avez une étude où le temps représente des générations de variétés, évaluées toutes dans les mêmes conditions. Et on voit sur ces schémas, donc une très belle étude de collègue Claude Velker en 2022, que donc, dans les conditions optimales, il y a eu progrès. Donc en fait, vous avez ici froid, chaud, très chaud, bien irrigué et déficit hydrique. Ici, vous avez des conditions optimales. Vous voyez qu'il y a un progrès très net. Et ce progrès, il a à peu près la même dynamique dans des conditions suboptimales de stress hydrique ou de choses comme ça. Donc, contrairement à une idée reçue, on n'a pas dégradé la stabilité. On a, au contraire, si on se ramenait en pourcentage, augmenté plutôt la stabilité de performance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces sélections modernes? C'est que la sélection moderne, alors ici vous avez un exemple de pédigré, a été alimentée par les variétés traditionnelles, les landraces dont il a été question, pour créer des lignées. Il y a finalement, on y reviendra, peu de landraces qui ont contribué à la sélection moderne. En général, tout est passé par un nombre limité de lignées. Donc, il y a eu des goulots d'étranglement, perte de diversité, je ne vais pas y revenir beaucoup. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette étude qui montre qu'aujourd'hui, dans le monde, le monde entier en matière de maïs est aligné sur un type d'hybride américain qui nous vient du Corn Belt, ce qui était moins le cas il y a 15 ans, ou à l'époque de mes collègues de l'INRA, que je mentionnais précédemment. Mais aujourd'hui, l'accès aux ressources génétiques publiques américaines est tel que tout le monde utilise finalement les mêmes sources de diversité. On pourrait y revenir. Donc, perte de diversité, mais alors j'ai mis heureusement, alors la diapositive, comme les autres sont en anglais, heureusement, on a su, alors déjà heureusement, il y a eu quand même des variétés traditionnelles qui ont continué à être cultivées dans certaines régions du monde. Et on a mis en place des collections, donc ça a été largement utilisé, mentionné déjà. Donc je vais passer rapidement. Alors, par contre, il est apparu un autre problème, c'est que pendant longtemps, ces collections, alors comme je suis biaisé grande culture, je suis biaisé plante annuelle, etc., donc je regarde le collègue de l'Imagrin, l'histoire serait un petit peu différente, voire très différente, déjà chez le blé, mais je pense chez les espèces potagères. Mais en tout cas, pour ces grandes espèces de céréales, ces collections de ressources génétiques ont été qualifiées de morgue à semences, ce qui est un terme assez évocateur. C'est-à-dire que, certes, on avait conservé des semences, mais personne ne s'en servait, en tout cas de façon impactant l'agriculture. Et donc, pour introduire la suite de mon exposé, heureusement, plus récemment, de nouveaux usages sont apparus. Alors, je vais parler maintenant de valeurs sociétales. Donc, pourquoi je pense qu'il y a un frémissement d'intérêt, enfin, du moins j'espère, mais je pense aussi qu'il y a un frémissement d'intérêt de la société pour les ressources génétiques en tant que telles, pour les recultiver, ce que je vais développer dans cette petite partie. Et ça a été mentionné. Quelque chose déjà d'extrêmement important, c'est de communiquer, que le grand public soit au courant de l'existence de ces ressources génétiques. Donc ça a été mentionné par Audrey Didier il y a un petit moment. Donc il y a un ensemble de sites relativement hétérogènes qui existent pour ça. Et donc l'ambition française, c'est de créer un site homogène qui s'appelle Florilège, donc qui est en cours, je pense, qui doit être ouvert. Alors Audrey n'est plus là, si quelqu'un peut me renseigner. Valérie est là, donc il est ouvert. Voilà. Donc deuxième version, donc super. Ça va être encore mieux. Bon, déjà, il y a une première version, c'est bien. Donc, en fait, si vous êtes un particulier, vous pouvez aller dans Florilège, faire alors, je ne sais pas si ça marche déjà, mais faire votre marché. Vous pouvez commander 3 tomates, 5 maïs, etc. et faire votre jardin comme ça. Alors, ça a été mentionné aussi, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai amené un exemplaire, là, si vous voulez le feuilleter après, de ce livre. Donc ce qui est important,
au-delà des ressources génétiques, c'est de documenter la valeur d'usage. Quelle pouvait être la valeur d'usage de ces variétés traditionnelles? Et une chose à laquelle j'ai peu contribué, mais dont je suis très fier néanmoins, c'est une enquête ethnobotanique qui a été faite sur le maïs dans les Pyrénées pour documenter quelle pouvait être la valeur d'usage des variétés. Alors, donc, c'est une enquête qui a été faite dans les années 2012-2013 auprès de personnes qui avaient elles-mêmes cultivé du maïs et qui, à l'époque de l'enquête, avaient entre 70 et 93 ans. Donc il était largement temps de se préoccuper de cette riche source d'informations. Alors qu'est-ce qu'on demandait à ces gens? Comment ils cultivaient le maïs? On leur a montré, alors ça c'était tout à fait passionnant, on leur a montré des échantillons de ressources génétiques conservées. On leur a demandé si ça ressemblait bien à ce qui était cultivé dans leur village. Et en général, la réponse a été oui, donc c'est très bien. On leur a demandé comment ils l'utilisaient pour les animaux, pour eux-mêmes, etc. Comment ils avaient vécu la transition vers les hybrides qui avaient conduit au remplacement de leurs variétés, etc. Donc tout ça a été consigné dans le livre dont je vous laisserai un exemplaire que je donnerai à la chaire si elle en veut bien, voilà, qui est tout à fait passionnant, avec des recettes de cuisine disponibles sur le site de ProMaïs. Donc si vous voulez retrouver la recette ou vous lancer dans la gastronomie du maïs telle qu'elle est connue en France, alors qu'il y a une gastronomie du pauvre quand même, mais il y a des chefs qui s'y intéressent et voilà. Donc je ne vais pas me lancer dans un grand discours sur la polenta et ses vertus. En France, c'est moins positif, la perception gastronomique du maïs, mais néanmoins, il y a toute une série de recettes. Et alors, ces recettes sont disponibles sur Internet, sur le site de ProMaïs, sur lequel je reviendrai, et ce sont les pages les plus visitées du site. Alors, ce qui est devenu important aujourd'hui et qui a beaucoup d'impact, si tant est que ça soit illustré, c'est ce qu'on appelle les médias sociaux. Et donc, on a la chance d'avoir un ex-sélectionneur de maïs passionné par les ressources génétiques, Jean Becbédé, qui est un excellent communicant et qui, avec son ami, a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La fabuleuse histoire du maïs. Alors, la dernière émission, c'était comment recevoir gratuitement des semences de maïs anciens. Alors ça a eu un effet sur les distributions du centre de ressources biologiques qui distribue les populations spectaculaires. Les variétés mentionnées ont été demandées. Alors du coup, c'est en parallèle plus qu'un effet direct dans l'état actuel des choses, il y a un intérêt quand même pour la remise en culture de variétés traditionnelles de populations. Donc différentes initiatives que j'ai mentionnées ici. Et ce que j'en retiens dans ces différents cas, c'est que, et ça rejoint une question que je posais à Jacques Véry ce matin, c'est que pratiquement dans tous les cas, alors il faut accepter quand on cultive une population de revenir en arrière en termes de progrès génétique. Mais si le produit que vous avez a des caractéristiques intéressantes pour le consommateur, par exemple faire de la polenta que vous ne pourriez pas faire, ou des semoules, ou des choses que vous ne pourriez pas faire avec des variétés commerciales d'aujourd'hui, ça peut être une chaîne de valeur tout à fait intéressante et je pense qu'on pourra y revenir. Alors, troisième partie, l'utilisation scientifique et aussi un petit peu la description. Donc là, je vais être rapide. Les collections de lignées ont pris un intérêt majeur au début des années 2000 parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la génétique tout à fait performante et moderne avec les collections de lignées. On prend 1 millier de lignées, maintenant on les reséquence. Tout le monde fait ce qu'on appelle de la GWAS, génétique d'association génome entier. Donc je passe rapidement. La question qu'on s'est posée et sur laquelle je m'acharne, je crois, depuis pratiquement 30 ans, c'est est-ce qu'on peut faire de la génétique au niveau des populations, qui sont des ensembles hétérogènes, en caractérisant frontalement la population dans sa globalité, c'est-à-dire on évalue des caractères en moyenne et on compare ça à des fréquences alléliques, voilà, sans passer par des analyses individuelles. Donc on en est à 1500 populations de maïs caractérisées. On peut faire des études phylogénétiques. En général, ça donne des informations tout à fait intéressantes. Ça nous avait permis, par exemple, de retracer l'histoire de l'introduction du maïs en Europe. Bon, c'est un petit peu une autre histoire. Et plus récemment, on s'est posé la question, maintenant qu'on a entre les mains des outils pour faire de la caractérisation génome entier de ces populations, est-ce qu'on peut faire de la génétique, de la GWAS
directement sur population, c'est-à-dire comparer des fréquences avec des moyennes. Et la réponse, pour faire court, est oui, ça marche très bien. On a pu confirmer sur différents caractères qu'on retrouvait les gènes majeurs. Ce qui est très à la mode aussi aujourd'hui et qui est important dans un contexte de changement climatique, c'est de faire de la GWAS sur des caractéristiques environnementales, climatiques, des sites d'origine des populations. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un caractère vraiment observé, vous allez dire je prends l'ensoleillement moyen au cours du cycle, d'un cycle moyen de culture du maïs, à l'endroit où la population a été collectée. Alors c'est assez en vogue, c'est ce qu'on appelle la GWAS environnementale. C'est encore un autre nom, pardon, il y a un autre nom. Mais... Ouais, landscape, je vais poser une question comme tout à l'heure. C'est encore un autre nom, bon, enfin on pourra y revenir. Je crois que je laisse sur une des diapos de la fin. Alors, une chose très intéressante, alors la diapo n'est pas très visuelle, c'est, bon, vous savez ce que c'est que la prédiction génomique, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la prédiction génomique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire de la prédiction génomique au sein des collections de ressources génétiques. Vous génotypez vos collections, vous en phénotypez une partie, alors il y a des très bons algorithmes pour échantillonner, hein. Et vous pouvez prédire sur la base de marqueurs des valeurs phénotypiques d'individus de votre collection que vous n'avez pas encore phénotypés. Alors ça, c'est quelque part génial parce que vous limitez considérablement votre effort de phénotypage. Donc si vous avez du génotypage pas cher, un phénotypage pertinent qui vous permet de phénotyper quelques centaines d'accessions, pour reprendre ce terme, représentatives, ça marche très bien. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'efforts actuellement en cours. Je peux que souscrire au fait que c'est très important de caractériser les collections. Et donc on a un certain nombre d'efforts en cours. Alors, quatrième et dernière partie, c'est l'utilisation en sélection. Alors, une fois de plus, c'est biaisé, caractère très quantitatif. Si on est sur une résistance aux maladies, l'histoire est un petit peu différente, encore que. Alors là, comment on aborde le problème ? On a pu... Donc, j'ai eu la chance d'avoir deux excellents étudiants sur ces thématiques, Antoine Allier et Dimitri Sanchez. Donc, avec Antoine Allier, on a eu la chance de pouvoir analyser un peu finement, et on le fait maintenant pour d'autres programmes, le devenir du progrès génétique à l'intérieur d'un programme de sélection et le devenir des variances génétiques. Hein. Vous savez que l'équation du sélectionneur, hein, c'est que le progrès génétique dépend de la variance génétique, de la précision de l'observation, de l'intensité de sélection. Donc s'il n'y a pas de variance génétique, on ne peut pas attendre de progrès. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans une des deux populations, la population rouge, la variance génétique tend dangereusement vers zéro, parce que en fait, la sélection par différents mécanismes tend à épuiser la diversité génétique qui va créer la variance génétique. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau moléculaire, on a des indicateurs aussi dans la même population de décroissance de la diversité génétique. Vous voyez déjà que cette population rouge par rapport à la bleue, elle part pas de très haut. C'est un groupe génétique qui est connu chez le maïs pour être très étroit. La sélection rend ça encore plus étroit et au bout d'un moment, on pense qu'on ne va plus pouvoir sélectionner du tout. Il y a des régions qui sont entièrement fixées du génome au bout d'une dizaine d'années. Alors, on peut, dans une certaine mesure, gérer la diversité pour la maintenir grâce aux marqueurs. Alors, c'est des méthodes un petit peu compliquées, mais ça marche très bien. On peut gérer la diversité, mais ça ne fait qu'en gros différer le problème. Et à un moment, se pose la question de réintroduire de la diversité. Donc on a tenté cette diapositive-là qui vise à représenter une sorte d'abac de difficulté d'utilisation des ressources génétiques. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile à utiliser ? C'est que si vous êtes en Europe, vous avez accès aux variétés de vos compétiteurs, vous allez considérer ça comme des ressources génétiques, et c'est quelque part le plus facile à utiliser. C'est pour ça que tous les programmes de blé, bon, il y a un petit délai dans le temps, mais finalement échangent de la diversité assez rapidement. Si vous êtes chez le maïs, c'est un petit peu plus compliqué, mais qu'est-ce qui est le plus difficile ? Donc là, vous êtes ici.
Après, si vous allez jusqu'à des espèces sauvages non adaptées à vos conditions climatiques, je te regarde toujours, c'est très bien si vous voulez aller à la pêche d'un super gène de résistance aux maladies, mais pour des caractères essentiellement quantitatifs, c'est une monstrueuse galère, quoi. C'est carrément pas possible. Donc en fait, on s'est intéressé à 3 situations, on va dire le plus facile. Alors ça, ça représente un délai de 5 ans par rapport à l'accès à la variabilité de ses compétiteurs. Ici, 20 ans, et puis là, on est un peu plus ancien, c'est les collections de ressources génétiques de lignées. Donc on a abordé ça par simulation pour voir comment, avec différentes méthodes, quel pouvait être le bénéfice et comment utiliser au mieux les différents types de ressources génétiques. Alors, en fait, pour faire court, ce que je vais essayer de vous vendre, pour spoiler, entre guillemets, c'est l'idée qu'on ne peut pas introduire directement les ressources génétiques dans les programmes de sélection élite. Alors, je vais essayer d'illustrer. Alors, ça dépend de quelles ressources on parle. Si vous avez accès, alors en rouge, là, ici vous avez le progrès génétique, vous avez accès à la variabilité de vos compétiteurs. Bah, vous voyez que par rapport à un benchmark qui serait sans introduction, très rapidement, au fil de quelques années, en fait c'est plus des années qu'autre chose, vous avez un intérêt à utiliser la diversité de vos compétiteurs. Et c'est ce que tout le monde fait. Si vous voulez rester sur le marché, il faut utiliser la diversité des compétiteurs. Alors c'est d'autant plus facile que le délai d'accès est court. Hein. C'est ce qu'on voit sur cette courbe rouge. Donc en fait, il n'y aurait aucun intérêt à rester fermé. Si vous avez un délai un petit peu plus important, là, il va se poser une question un petit peu cruciale. C'est est-ce que je vais accepter de perdre un peu à court terme pour garantir le long terme? Parce que perdre un petit peu à court terme, ça peut vouloir dire à un moment être un petit peu en difficulté sur le marché. Vous en avez besoin pour être bon à long terme, mais c'est pénalisant sur le court terme. Et alors, le bleu, c'est le truc dramatique. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que tout ça est fait avec de la sélection génomique, avec des indicateurs de maintien de la diversité. Alors, le bleu, qu'est-ce qui se passe? On introduit de la diversité à partir de collections de ressources génétiques. Alors, l'indicateur de maintien de la diversité, il est très content, on maintient de la diversité. Par contre, cette diversité, ça devient un boulet parce que elle va plomber la valeur de votre population. C'est-à-dire qu'on maintient dans la population des choses qui apportent de la diversité génétique, mais qui n'apportent pas de performance. Alors, c'est là où ce que je veux vous vendre, en fait, c'est le bridging. Alors, le bridging, c'est de créer un pont entre ressources génétiques et matériel élite avec une population intermédiaire. C'est une vieille idée. C'est une vieille idée, mais pourquoi je vais essayer de montrer un petit peu plus tard que vraiment c'est une idée qu'on peut complètement rénover grâce aux marqueurs moléculaires. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a fait ça en affectant 25% des moyens au bridging et les mêmes moyens constants. Alors, vous voyez plusieurs choses intéressantes. Le rouge ne change pas. Hein. Le rouge, de toute façon, les variétés du compétiteur, elles sont aussi bonnes que les vôtres. Donc, que ça soit du bridging ou de l'élite, vous faites la même chose et ça ne change rien, quoi. Alors, vous voyez que le vert, ça devient plus intéressant parce qu'en faisant du bridging, vous avez un bénéfice à long terme, mais sans pénalité à court terme. C'est-à-dire, vous pouvez, comme ça, utiliser de façon beaucoup plus efficace les variétés un petit peu plus vieilles. Et pour les ressources génétiques, c'est encore plus intéressant quelque part, c'est que même ces ressources génétiques qui, elles, ne progressent pas alors que votre programme avance, vous allez pouvoir les utiliser de façon efficace. Alors, on a repris un peu tout ça dans une publication avec Dimitri Sanchez. Et donc, pour faire court, pourquoi le bridging marche avec des marqueurs? C'est qu'il va vous permettre d'améliorer un peu la valeur avant l'introduction, mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il va vous permettre de comparer dans cette population où vous avez à la fois de l'élite et de la diversité apportée par les donneurs, de comparer les allèles des élites et des donneurs, et pour détecter, parce qu'en fait, on demande beaucoup, on demande à trouver dans des vieilles ressources génétiques des allèles ou des bouts de chromosomes meilleurs que le meilleur de ce qui existe dans l'élite. Et pour faire ça, tant que vous ne l'avez pas comparé, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est le bridging qui va
vous permettre de faire cette comparaison et ensuite d'introduire dans le pool élite seulement des donneurs déjà améliorés, mais qui portent ces bouts de chromosomes particulièrement intéressants. Alors pour finir, il ne reste que quelques diapositives, j'espère que je suis encore bon. Donc un programme collaboratif. Alors les collections, j'en ai pas beaucoup parlé, elles sont maintenues dans le cadre d'un réseau de collaboration avec Promaïs, qui est une association de sélectionneurs, et on s'est posé la question de comment utiliser ces ressources génétiques. Est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose en sélection? Et donc là, on a monté une sorte de programme pilote où on a choisi des donneurs de diversité qu'on a croisés à des lignées élites avec un plan de croisement concerté. Pour chacun des croisements, on a développé une 60aine de familles génotypées, on a fait un gros phénotypage, etc. Donc pour voir des composantes de la variance, entraîner des modèles de prédiction, etc. Alors ça vous donne une idée du point de départ. Là, vous avez, c'est des quintaux par hectare corrigés par l'humidité. Le rouge, c'est la valeur de l'élite. Et le gris, c'est la valeur des ressources génétiques telles qu'on les a évaluées avant leur introduction. Vous voyez que tout le monde c'est des hybrides, il y a un testeur commun à chaque fois. On est à 27 quintaux derrière le matériel élite, c'est-à-dire on part d'extrêmement loin. Il y a ce qu'on appelle un genetic gap, un fossé de performance entre les deux. Bon, mais toujours il y a d'autres problèmes, c'est les défauts agronomiques, c'est la verse. Alors la verse, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ça. Personne n'a tellement envie d'aller récolter un champ qui ressemble à ça, avec des plantes complètement cassées par terre. Donc en fait, on a dû trier contre la verse, on a dû sélectionner ceux qui étaient quand même les meilleurs, etc., pour arriver à choisir nos 7 donneurs qu'on a positionnés, etc. Et puis, qu'est-ce que ça nous donne? C'est que, en fait, j'ai ici mes 21 ou 20, en fait, parce qu'on en a perdu un au passage, croisement, population. Et là, vous avez un indicateur très intéressant, qui est le critère d'utilité, qui renseigne sur le potentiel de la population après sélection pour trouver, quelle va être, après sélection, la valeur des meilleurs individus que je peux créer à partir de chacune de ces petites populations, par rapport à une ligne de base à chaque fois, qui est la lignée élite à laquelle on a croisé. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cas, malgré le point de départ, qui est quand même assez défavorable. Alors bien sûr, si vous avez une très mauvaise élite, je ne dirais pas qui était l'heureux propriétaire de cette mauvaise élite, vous pouvez monter, c'est plus facile de monter. Mais vous voyez que plein de choses intéressantes, c'est que vous avez pour une des élites les meilleures, là celle-ci qui est vraiment la meilleure, vous avez 2 cas pour lesquels on peut progresser. Et voilà, ça a été confirmé dans les entreprises. Un cas par contre où on ne progresse pas. Donc en fait c'est important de sélectionner aussi, l'intérêt de ce bridging, c'est d'aller sélectionner les paires donneurs-receveurs qui vont générer de la variation utile. Voilà. Et bon, alors après, qu'est-ce que nous apporte la prédiction génomique dans ce contexte-là? La prédiction génomique, on a dit souvent, c'est la boîte noire, on peut faire que de la prédiction, etc. Mais on peut aussi s'en servir, comme on a des petits effets de marqueurs, on peut s'en servir pour les additionner, petit bout de chromosome par petit bout de chromosome. Et là, j'ai 7 élites. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les 7 donneurs étaient devenus 9 donneurs. Bon, mais ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Et là, vous avez une échelle de valeurs. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ce qu'on espère trouver. En fait, et ça, c'est des vraies données, c'est qu'on voit apparaître que les donneurs D5 et D2 amènent une grosse zone verte qui n'existe pas chez les élites. Et typiquement, c'est ça, la pêche à la ligne qu'on veut faire, c'est d'aller trouver chez les donneurs ces situations pour ensuite aller voir où sur les chromosomes on a trouvé quelque chose qui va être améliorant par rapport aux élites. Oui. Ok, donc alors ça c'est, on va dire, la voie de sélection. Comment réintroduire de la diversité dans des programmes tels qu'ils sont. Alors on peut en discuter. Il y a une autre voie, c'est de revenir à la culture. Alors c'était un petit peu la fin de la partie numéro 2, si on peut dire, de revenir à la culture des populations pour des créneaux de niche, pour des créneaux spécifiques. Et ça, j'en parlerai
Donc alors là, vous avez mon modèle préféré, c'est le maïs à polenta. Alors c'est presque aussi orange qu'une carotte, hein, plein de... C'est quoi de provitamine A, hein, donc c'est excellent pour la dégénérescence maculaire, enfin pour prévenir la dégénérescence maculaire. Donc c'est très orange, ça c'est de la polenta, alors c'est tout à fait excellent. Vous ne pouvez pas faire de la polenta de qualité à partir de maïs que vous récoltez dans des champs de grande culture, hein, ou alors... Bon, non, en fait, vous ne pouvez pas. Donc là c'est des maïs qui ont un type tout à fait particulier. Alors, il y a un intérêt pour aussi des maïs riches en protéines. Il y a différentes pistes dans le cas du maïs, et on pourrait dire ça. Alors, ce qui est très intéressant, et je crois qu'on n'a plus d'amis du GEVES ici, c'est aussi... bon. Voilà. Donc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les règles d'inscription sont en train de changer et qu'il y a des possibilités pour inscrire ce type de variété. Alors, il y a les variétés de conservation, il y a le matériel hétérogène biologique, etc. Et ça ne remplacera pas, bien sûr, la sélection sur les créneaux principaux, mais il y a des opportunités aujourd'hui pour moderniser la sélection des populations. Alors, 2 diapositives de fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? C'est que la sélection moderne a entraîné un remplacement massif des variétés traditionnelles par des variétés qui deviennent de plus en plus proches au niveau mondial, en tout cas dans le cas du maïs. Il y a eu d'énormes efforts de préservation, donc c'est nos fameuses collections de ressources génétiques de fait, que pendant longtemps, ces collections sont restées sous-utilisées, que ça change. Donc il y a un intérêt de la société, hein, si elle est bien informée, pour la diversité. Il y a un intérêt pour remettre en culture des ressources génétiques à différentes échelles. Les études scientifiques, j'en ai parlé. Alors voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est genomic offset. C'est le truc à tendance. C'est de faire de la GWAS sur des caractéristiques climatiques. Les méthodes de sélection génomique, j'en ai parlé. Alors, une petite remarque pour dire qu'on n'oublie pas l'édition des génomes. Une fois, j'ai un de mes chefs à l'INRA qui m'a dit « mais de toute façon, ça ne sert plus à rien de conserver les ressources génétiques, vous allez pouvoir tout faire avec l'édition du génome ». Bon. Là, c'était de la provocation. La réponse, c'est que les deux peuvent tout à fait être utilisés en synergie. On peut faire de la néodomestication, on peut préparer des ressources génétiques grâce à l'édition du génome. Et alors, quelques éléments de perspective, c'est que dans un contexte de changement climatique, de transition, il y a un intérêt qui augmente encore pour les ressources génétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et donc, je devais donner mes diapositives hier, donc ça n'a pas été fait après avoir vu l'exposé de Jacques Véry, mais c'est des idées, je pense, qui rejoignent un peu ce qu'il a dit. On peut voir les ressources génétiques comme des sortes de prototypes pour imaginer des nouveaux systèmes de production. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti sur un segment de la diversité chez la plupart des espèces. On a adapté l'agronomie, enfin les deux sont faits conjointement. Et ensuite, on a continué, on a amélioré l'agronomie pour les premiers types variétaux, on a amélioré les variétés pour l'agronomie qu'on avait mis en place. À l'heure de l'agroécologie, il serait bon de réouvrir totalement qu'est-ce qui existe comme diversité, qu'est-ce qui est possible en termes d'agronomie, pour parler que de ça et de la valorisation. Les ressources génétiques peuvent être un point de départ pour sélectionner des nouveaux types variétaux, notamment l'adaptation au stress, quitte à perdre du potentiel de production en conditions optimales, la diversification des usages. Ça suppose de renforcer des coopérations entre disciplines, donc avec l'agronomie, mais aussi probablement les sciences sociales. Et on a besoin de nouvelles stratégies de sélection, alors qui idéalement permettraient de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire jouer sur la sélection de variétés très spécifiques, mais voir ça aussi comme une source de pré-breeding pour les programmes plus visant les marchés de masse. Et puis là, pour finir, donc c'est pour soutenir la cause des collections, donc rendre hommage aux gestionnaires de collections. Donc c'est très important de maintenir un effort de coordination pour maintenir et caractériser. Le financement, alors je regarde Valérie, je fais de la pub
pour le financement fonds et collecte, vous pouvez tous donner à titre individuel ou recommander à vos proches de donner au fonds de collection. Ça marche. Et puis, ça c'est un petit peu plus anecdotique dans le contexte d'aujourd'hui. Et puis pour finir, beaucoup de remerciements. Donc un partenariat très solide privé-public avec les partenaires de Promaïs. J'ai parlé déjà de Jean Becbédé, aujourd'hui Alain Murigneux, d'autres collègues. Les études ethnobotaniques, d'excellents étudiants qui ont travaillé sur tout ça. Le génotypage, le développement de matériel et leur phénotypage, la gestion des collections. Alors on a 2 CRB maïs, puis un certain nombre de collègues qui ont contribué à la science de tout ça. Donc j'en reste là et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Avez-vous des questions, des réactions après cette intervention, cet exposé d'Alain Charcosset? Je vous en prie. On aura tout à l'heure 2 étudiants qui vont venir discuter avec vous sous format de table ronde. Mais d'abord, allons-y. Les questions tout venant, j'allais dire. Tout venant. Voilà, le tout venant, c'est nous. Mais ton principe là, du bridging, est-ce que finalement, ce n'est pas une revisite de ce qu'on appelle des populations sources, où on essaie d'enrichir une population et puis on extrait après pour aller vers du matériel élite? Est-ce que ce n'est pas un peu ça? Et derrière ces valeurs, les valeurs justement un peu de performance et puis de l'apport que ça peut avoir, c'est derrière, il y a des questions d'AGC et d'ASC aussi, en fait, d'aptitude à la combinaison ou pas? Enfin, est-ce que... Oui, comment tu distingues? Oui, c'est une bonne question. Alors, AGC, ASC, pour les amateurs, donc c'est les spécifiques aux hybrides. Ce que j'ai montré, justement, n'est pas spécifique des hybrides sur cette partie bridging. Si on veut l'implémenter chez les hybrides, il faut en plus gérer la complémentarité entre les groupes dits hétérotiques, si on pense qu'on en a besoin. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais ça change pas, on va dire, le message principal. Sur ta première question, quelque part, oui. Alors, il y avait des gens comme Kannenberg, d'autres, qui avaient eu aussi ces idées de pré-améliorer le matériel en croisant à l'élite. Là, ce qui est nouveau, et moi je dois avouer que j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, c'est l'apport du marquage, si tu veux. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On améliorait, puis après on introduisait. Mais en fait, il n'y a rien qui disait qu'en améliorant, on n'avait pas refixé des allèles favorables, si on parle comme ça, qui étaient déjà dans l'élite. Alors que là, tu vas vraiment trier, tu vas améliorer, mais améliorer en utilisant des bouts de chromosomes favorables qui ne sont pas encore dans ton pool élite. Et c'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui change tout. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup. Alors après, bien sûr, si on investit là-dedans, il y a un arbitrage quand même à faire en termes de ressources. Voilà, mais ça... Alors, quand j'ai fait cette... Alors, ça dépend aussi de où est-ce qu'on est positionné sur le marché, dans quelle zone on est par rapport à la diversité globale de l'espèce. Tu vois. J'ai fait un exposé où il y avait ces éléments-là en plus détaillés à Eucarpia en août, là, Eucarpia générale. Puis d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Les seules personnes, enfin pas tout à fait que, mais qui viennent me dire pour dire que l'exposé était intéressant, c'était tous des gens des pays du Nord, alors genre la Finlande, des gens qui sont au bout du bout de l'ère d'expansion de l'espèce et qui, eux, sont complètement dans une problématique. S'ils veulent continuer à progresser, ils doivent introduire, tu vois, et introduire quelque chose voilà, qui est moins élite. Ou alors des gens qui venaient d'espèces mineures. Parce que si tu es tout seul sur ton marché, il y a un moment, tu es obligé, et c'est là où ces approches deviennent... Parce que, après, la réalité du business, elle est là. Si tu es... je ne sais pas si on peut remettre en arrière un petit peu. Si tu es sélectionneur de maïs, tu as accès à ces fantastiques lignées américaines qui deviennent publiques aux États-Unis au bout de 20 ans de protection. Tu es obligé de les utiliser parce que sinon, tu es mort. Et c'est pour ça que aussi, tous les programmes finissent par converger. Donc il faudra quelque part aussi se préoccuper de la diversité globale. Autre question, réaction? Madame. Donc voilà. Tu dis que tu es très content que Promaïs fasse
de la pub pour distribuer les ressources génétiques gratuitement. Sais-tu combien ça coûte annuellement pour le réseau des académiques de maintenir des ressources génétiques? Alors, ça, on va rentrer dans une question, effectivement, dans ce type d'exposé. J'espère que ce que j'ai dit donne des lignes globales qui, j'espère, sont vertueuses. L'aspect gratuit, il a été dit gratuit. Alors moi, je n'ai pas dit qu'elles étaient distribuées gratuitement, j'ai dit qu'il avait été dit. Alors, bon, là, il y a. Oui, mais affiché sur la chaîne YouTube. Tu vois. Non, mais il y a un point de communication. Ouais. Mais tu as raison. La vraie question de fond, c'est que il faut, en tout cas, il faut pas que alors, il faut soit que les gens qui commandent soient prêts à payer ce qu'on leur demande parce qu'ils y voient une valeur, ou alors il faut que le système soit tel qu'en tout cas que celui qui est intéressé ne soit pas bloqué par le prix qu'on lui demande. Alors, tu as raison, il y a un truc à trouver entre le financement et pas dissuader l'utilisation. Il y a un truc qui s'appelle une usine à gaz, qui s'appelle un modèle économique, et qui n'est pas évident parce que, comme on l'a dit, donc, par exemple, dans les collections de plantes, il y a 235 000 accessions de plantes sur 21 CRB. Il y a 72 projets de recherche qui les utilisent déjà, alors qu'on ne distribue que 5% de ce qu'il y a en collection. Et si on veut passer à une échelle plus grande et distribuer à plus, il faut réfléchir au modèle économique et aux conditions de distribution. Et le modèle économique, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources qui sont en banque et finalement, on les sous-utilise. Et nous, on est malheureux qu'ils soient sous-utilisés. Mais cette valeur-là d'option qui est du commun pour le futur, on ne sait pas bien l'évaluer et on n'arrive pas à bien se la faire financer, quoi. Et on est en pleine négociation avec les gens autour, quoi, pour essayer de voir comment on pérennise et comment on augmente la sûreté de ça. Tu as complètement raison et moi je ne peux pas dire autre chose que si c'est vraiment hyper important de s'en préoccuper. Je pense quand même le truc déjà c'est de dire il y a de la valeur, il y a de l'intérêt, il y a des gens qui s'intéressent pour différentes raisons et après on pourra aller voir les politiques, etc. Moi je pense franchement qu'on mais Alain, toi tu es dans les équipes de recherche, mais c'est quelque chose dont je m'occupe actuellement et d'ici un an peut-être qu'on aura peut-être des solutions. Okay. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur ce génomic offset, la vulnérabilité, qui est assez excitante, parce qu'on pourrait se dire, en regardant, en génotypant une variété, on va savoir si elle est adaptée ou mal adaptée à tel ou tel climat, environnement, avenir, nouveau, etc. Et le fait de pouvoir utiliser les ressources génétiques pour faire ça, c'est tout à fait intéressant, mais il y a un problème auquel on se heurte quand on essaie de faire ça. Enfin, on essaie de faire ça sur la vigne, c'est que dans les ressources génétiques, on manque de traçabilité sur les origines des variétés qui sont conservées, où il y a vraiment des manques. Et ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de moi, je dirais que non, mais tu as raison, ça pose il y a un énorme problème de curation déjà des données, d'évaluation de la fiabilité des informations qu'on a, parce que des fois, on a créé de la fausse information. Donc, il faut faire le ménage dans tout ça et il faut faire la calibration que sur ce qui est fiable et après prédire pour ce qui n'est pas fiable. Moi, je pense. Autre question ? Ce sera peut-être la dernière avant la table ronde que vous allez avoir avec deux étudiants. C'est les questions des étudiants. C'est ça, exactement. Et ils en ont beaucoup. Donc, ils en ont préparé un paquet tout à l'heure. Là. Y a-t-il une autre question avant qu'on commence la table ronde ? Non, j'en vois pas. Allez, j'appelle les deux étudiants. Et on peut applaudir Alain, bien sûr. Évidemment. Alain, ce que j'appelle Moussou Diouf et Paul Kamal. Alain, ce que je vous propose, c'est que vous asseyez au milieu et que les deux étudiants s'installent autour de vous. Ça va peut-être être le plus simple. Alors, ils ont travaillé, potassé. Bonjour Moussou. Moussou Diouf, Paul Kamal, étudiant en génétique et amélioration des plantes en N2. Vous avez un quart d'heure, montre en main. Voilà, mettez-vous autour. Ah non, mais restez là-bas. Je vous en prie. Restez là-bas, vous êtes très bien là-bas. Prenez le micro.
Voilà, il y a On en a chacun. Donc voilà, c'est bon. parfait. Je vous laisse poser toutes les questions que vous souhaitez. Simplement, il ne faut pas dépasser le quart d'heure, je vous en prie. Eh ben, parfait, je pense que je vais commencer par initier. Donc bon, on a vu le bridging. Pour nous étudiants, c'est un peu nouveau. Donc moi j'ai quelques questions là-dessus, notamment sur quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de l'implémentation de la méthode du bridging dans le programme de sélection. Je pense notamment d'un point de vue génétique. Du coup, il est fréquent de transférer non seulement des gènes d'intérêt, mais est-ce qu'on peut du coup forcément avoir des caractères aussi indésirables ? Ou bien encore, est-ce qu'on peut rencontrer des barrières reproductives, même avec des espèces intermédiaires, qui peuvent donner des individus à faible fertilité ou même stériles dans certains cas ? Alors, oui, merci pour la question. Alors, ils ont préparé, je tiens à le dire, des super questions. Hein, c'est vraiment bien. Non, sur celle-ci, ce que j'ai présenté, alors, il y avait deux parties. Il y a une partie par simulation. Alors, par simulation, on fait ce qu'on veut. Après, il y avait une partie expérimentale qui est une sorte de préfiguration d'un bridging un peu collectif. Alors là, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est effectivement il y a des problèmes de traçabilité, il faut le dire honnêtement. Ça, c'est un problème. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment. Des problèmes de fertilité un petit peu, parce que oui, le risque, ça peut être de faire dériver, de faire au moment où on crée le matériel végétal, de faire des contre-sélections de certaines régions du génome. Donc enfin, tout ça, idéalement, il faut le contrôler. C'est vrai que ça rajoute il y a une dimension, il faut faire une sélection positive pour des caractères, mais aussi évaluer les défauts, alors de fertilité, de vers, si on est parlé, pour éviter de faire rentrer des caractères indésirables. Donc c'est une question importante pour l'implémentation pratique. Et est-ce que du coup en dehors du bridging, on a d'autres pistes pour l'intégration de diversité qui est peu adaptée aujourd'hui au programme de sélection ? Disons, moi ce que j'ai essayé de dire, c'est que en fait, ce que je présente est très orienté caractère quantitatif. Si on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais s'il y a beaucoup de problèmes de maladies, ce n'est pas une chance. Hein. Dans l'espèce, c'est qu'on a besoin de gènes de tolérance, qu'on a des sources de diversité. On peut rentrer dans des stratégies de type backcross, accélérées avec les marqueurs. On est un peu quand même dans une autre logique que celle du bridging, parce que là, comme on sait de façon assez chirurgicale quelle est la région du génome qu'on vise, on peut par backcross accéléré faire beaucoup de choses. Je crois que c'est d'ailleurs largement fait, sauf faire. Toujours instant dans les nouvelles technologies, vous nous avez parlé de GWAS. Pourriez-vous détailler l'importance des études d'association pangénomique afin d'identifier les traits d'adaptation des plantes à des conditions climatiques variables ? Oui, alors donc dans ce que je disais, il y a deux possibilités. C'est soit le phénotypage direct. Alors, il faut savoir que le phénotypage pour l'adaptation, c'est très compliqué. Hein. Enfin, nous, tel qu'on l'a vécu, c'est très compliqué. On a collaboré avec le groupe de François Tardieu, beaucoup. Donc, une évaluation au champ qui amène à une valeur de tolérance à un stress hydrique ou thermique dans un réseau d'expérimentation, ça termine par... Ça vaut des milliers et des milliers d'euros. Hein. Il faut une centaine de micro-parcelles, bien documentées, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent, si on le fait comme ça. Si on le fait sur une plateforme, ça pose la question de la pertinence de la plateforme pour comment la plateforme va intervenir dans une stratégie d'évaluation. Alors moi, là je parle encore sous le contrôle des collègues écophysiologistes, c'est que la plateforme est plus pour apporter la désinformation qui vont permettre d'éclairer ce qui se passe au champ que comme un substitut à ce qui va se passer au champ. Donc en fait, on ne va pas attendre d'énormes économies, en tout cas tel que je le comprends côté phénotypage. Donc tout ça est très coûteux. Et la deuxième voie, c'est vrai, elle est extrêmement tentante parce qu'elle est quasiment gratuite. Hein, c'est de la traitement d'information. C'est le Genomic of Step, tel que je le définissais, de la GWAS sur des caractéristiques environnementales. Alors certes, il y a les limites dont parlait Dominique Thys tout à l'heure, mais ça peut être une clé d'entrée tout à fait intéressante et pas chère, quoi. Voilà. Alors, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Quand on s'intéresse à des populations hétérogènes, il faut bien voir que le phénotypage devient encore plus compliqué. D'où l'intérêt encore plus
du Genomic Offset. Vous avez abordé la collaboration entre la recherche publique et les entreprises privées. Quel est l'apport de ces entreprises et quel regard ils portent, ces sélectionneurs-là, sur la diversification? Sur la diversification? Oui. Alors, qui est sélectionneur privé dans la salle? Quel regard vous portez sur la diversification? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un petit peu à un tournant. La question étant qui se sent prêt à prendre en charge une diversification assez radicale. Je pense que là, il y a une vraie question. Parce que pour moi, il y a une diversification, des fois, en sélection, enfin, tel que j'imagine les programmes de sélection. Alors, soit il y a une vraie segmentation des marchés, donc après, il y a des sélections spécifiques pour les différents segments. Soit ça peut être une sorte de segmentation un peu terminale, c'est-à-dire on va labelliser comme tolérantes à la sécheresse les variétés les plus tolérantes à la sécheresse qu'on a trouvées dans le programme, mais sans qu'il y ait vraiment un programme spécifique pour la tolérance à la sécheresse. Donc je pense, peut-être à tort, qu'il y a un certain nombre de cas où c'est ça qui se passe. Donc après, si un jour on veut aller vers dire on veut faire des variétés qui offrent une autre solution à l'agriculteur, qui soient des variétés très tolérantes à la sécheresse, mais qui auraient perdu en potentiel, il faut mettre en place un programme de sélection spécifique. Et quel est le regard des sélectionneurs là-dessus? Ils vont regarder quelle est la... je réfléchis un peu tout, mais quelle est la part du marché. Et tant qu'il n'y a pas de variété, le marché, on ne le connaît pas encore vraiment. Donc il y a une prise de risque à voir. C'est comment on organise collectivement la prise de risque. Et moi, je pense que, par exemple, des acteurs de la sélection qui sont proches de la recherche publique, comme Agri-Obtention, avec qui on échange, peut-être, probablement, jouer un rôle dans cette prise de risque, dans les premières phases. Paul, vous avez encore 7 minutes. Il y en a plein encore. Donc, vous avez parlé des programmes de sélection participative toujours, et est-ce qu'on a des programmes où les agriculteurs contribuent activement à la sélection des variétés aujourd'hui? Alors, c'est ce que disait Jacques Véry, je ne sais plus comment tu appelais donc les deux types de programmes. Enfin, là où tu avais été, il y a le système dominant, système alternatif. Moi, profondément, et je pense que c'était un peu le sens du message, c'est qu'on a deux types de programmes qui aujourd'hui s'opposent, se communiquent pas vraiment. Et moi, il me semble que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à rapprocher ces deux mondes. Et c'est ce que j'essayais de dire un petit peu à la fin, et j'avais préparé les diapos hier, c'est on peut typiquement imaginer qu'un programme de sélection puisse être pour les uns une variété, pour un système de production, pourquoi pas, de population, et pour les autres, une source de diversité de type pré-breeding. Donc à ce moment-là, le programme, il aurait une double finalité, sélection de variétés pour les uns, pré-breeding pour les autres, et je pense que tout le monde gagnerait en efficacité à travailler comme ça. C'est un avis personnel, on peut en discuter. Si je regarde dans la salle si quelqu'un a l'air de hurler. Non, ça hurle pas. Allez-y, je vous en prie. Moussou et Paul, vous avez encore un peu de temps. Alors, vu qu'il est de plus en plus difficile de rassembler la diversité génétique et que cette diversité n'est pas non plus infinie, est-ce qu'il existe des risques à court ou à long terme de pouvoir introduire de la diversité pour l'amélioration? Et comment vous abordez ces risques? Des risques qui seraient de ne plus pouvoir introduire de diversité? Oui. Alors, ce qui me vient à l'esprit, je dirais introduire de la diversité, on pourra toujours introduire de la diversité. Ce qu'il faut, c'est introduire de la diversité pertinente. Sinon, on fait ce j'ai montré sur une de mes diapos, c'est-à-dire l'indicateur de diversité, il est content, mais on ne progresse pas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça pose comme question? L'accès, ça a été mentionné, quand on voit que sur combien de collections, il n'y en a que 10 qui sont réellement accessibles. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la diversité aujourd'hui qui n'est pas assez accessible. Donc il y a un gros effort à faire pour faciliter l'accès, faciliter l'information. Ça a été dit aussi, faciliter la caractérisation.
Ça, c'est extrêmement important. Parce que, oui, il faut trouver les bonnes sources de diversité. C'est surtout ça, je pense, l'enjeu. Accéder, donner l'accès, caractériser. Et ensuite, je pense que les méthodes pour exploiter, on les a. Je ne veux pas revendre une énième fois le bridging, mais je pense que c'est la bonne façon de faire. C'en est une. On peut sélectionner dans des populations, on peut faire beaucoup de choses. Les méthodes de sélection sont là. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de détecter les bonnes sources de diversité et de le faire en imaginant en même temps des systèmes de production qui sont nouveaux. Alors c'est là où il y a deux choses qui interagissent. Le système de production qui va jusqu'à l'utilisation des produits et la ressource génétique. Donc quelque part, il faut arriver à screener des collections pour des caractères qu'on ne connaît pas encore vraiment, mais en tout cas, les caractériser suffisamment pour donner des idées à des agronomes, par exemple, de nouvelles façons d'exploiter, pour repartir vers des nouvelles solutions. Donc le cahier des charges est costaud, mais voilà. On a la génétique entre les mains, les agronomes savent faire. Alors les agronomes, il faut aussi savoir de quel agronome on parle. Les agronomes systèmes, apparemment, sont appelés à devenir les acteurs majeurs de tout ça. Des fois, on a eu tendance peut-être à confondre un peu écophysiologie, en tout cas pour les généticiens, agronomie système. Là, il y a beaucoup à faire dialogue entre des agronomes, des écophysiologistes, des généticiens. Et on a la chance aujourd'hui, je pense, d'avoir des collègues en sciences sociales qui sont des spécialistes de l'innovation. Il y a des spécialistes du participatif, des gens qui peuvent aider pour la construction de nouvelles solutions. Dernière question, si vous en avez une. Je pense que c'est un peu le thème qui revient à toutes les tables rondes, quel que soit le sujet. On parle beaucoup forcément d'IA maintenant tous les jours. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans vos travaux, ça occupe une part importante ou c'est encore assez limité ? Voilà. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai appris très récemment qu'il y avait une différence entre l'IA et l'IA générative. Et ça, alors quand je dis très récemment, c'est il y a 3 semaines. Donc, voilà. Je dirais que l'IA classique, parce que je devais participer à un truc, j'avais lu bien faire. J'avais lu 60 pages sur l'intelligence artificielle en amélioration des plantes. Et après, pour me rendre compte que ce dont il était question, qu'il fallait discuter, c'était l'IA générative et que tout ce que j'avais lu ne servait à rien dans ce contexte-là. Parce que l'IA sait faire du réseau de neurones pour faire de la prédiction génomique. Que ça soit du réseau de neurones ou du GBLUP ou Dieu sait quoi, c'est pareil. De l'analyse d'image, c'est pareil, etc. Par contre, là où ça devient plus complexe, la question, c'est pour l'IA générative. Et c'est là où je pense qu'on peut avoir des tas d'idées, en même temps faire attention, mais ça peut avoir sa place. Ça, de mon point de vue, la réponse honnête, c'est que je n'utilise pas l'IA générative, sauf pour faire de la traduction. Mais j'ai des collègues, on se met 1 heure tous autour d'une table là, on va trouver des tas d'applications possibles à l'IA générative, alors qui génère du texte, des images, etc., des idées, en sélection. Donc, alors dans les idées, il y en a auxquelles moi j'aurais jamais pensé. C'est par exemple quand on est scientifique, on écrit des articles, d'accord ? Alors, on ne va pas demander nécessairement à l'IA d'écrire notre article, ça ne serait pas totalement déontologique. Mais il y en a qui ont eu l'idée de passer par l'IA pour faire une sorte de reviewer virtuel, c'est-à-dire voir quelle critique on pourrait faire à notre article. Dans les autres idées, il y avait l'idée de quelqu'un qui est dans un domaine d'application, qui fait ses recherches dans un domaine d'application, voir si ses recherches peuvent avoir un impact dans d'autres domaines d'application. Il ne va pas être innovant par rapport à cet autre domaine d'application, mais il va se rendre compte, savoir s'il y a des pistes dans son domaine. Donc, en fait, si on se met tous en petits groupes de 15 autour d'une table, on va trouver plein d'applications possibles, donc je pense qu'il y en aura. Après, ça ne remplacera pas, excusez-moi, de mon point de vue, la vraie créativité des individus. Une fois, j'ai été à une manifestation, il y a quelqu'un qui a lu un poème,
Et au bout d'une minute, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce poème. Bon, c'était un poème fait par IA. Donc on restitue, si j'ai bien compris, des choses moyennes. On ne va pas faire de la vraie innovation, mais ça peut donner quand même des idées, je pense, intéressantes. Voilà. Donc, eh ben merci, on peut les en tout cas, applaudir. Merci beaucoup. Merci.